on est, côté israélien, de plus en plus dans l'idée que, ben oui, c'est vrai que l'on ne peut pas maîtriser tout ça, on ne parvient même pas à maîtriser la résilience et la résistance palestinienne, eh bien, détruisons au maximum de manière à ce que l'ennemi potentiel ou réel ne puisse plus nous porter des coups. On est donc dans une logique destructrice. Cette logique de destruction, elle est insupportable pour les grandes puissances. Et c'est là la base du divorce entre les États-Unis et Israël. Pourquoi c'est insupportable pour Washington? Pas par philanthropie, uniquement parce que cette destruction, elle se révèle coûteuse. Y aura-t-il la guerre pendant la Coupe du monde de football qui se déroule cette année, en ce moment, aux États-Unis? C'est la question lancinante que l'on s'est posée ces dernières semaines en observant les négociations heurtées assorties de menaces visant à sortir par le haut de la guerre au Moyen-Orient, dont l'Iran est aujourd'hui l'épicentre. Comme pour répondre par la négative à cette question et assurer aux fans de foot et aux autres humains de la planète une sorte de petite paix estivale, Washington et Téhéran ont convenu de signer enfin ce vendredi un accord de cessation des hostilités. Après plusieurs jours de tergiversation sur la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, le dénouement est donné officiellement sur X par le médiateur clé pakistanais. À la suite d'intenses négociations, nous sommes heureux d'annoncer la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran. Les deux parties ont déclaré la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. La cérémonie de signature officielle aura lieu le vendredi 19 juin en Suisse. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump annonce la réouverture du détroit d'Ormuz après la signature de l'accord vendredi prochain. L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé. Félicitations à tous. J'autorise par la présente l'ouverture sans péage du détroit d'Ormuz et simultanément la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. Navires du monde entier, mettez vos moteurs en marche, que le pétrole coule à flot. De son côté, l'Iran confirme que cet accord met fin immédiatement à la guerre, mais apporte une nuance. Des pourparlers pour un texte final devraient encore avoir lieu dans les 2 prochains mois. Comme lors de la dernière fausse alerte, les contours du deal américano-iranien ne semblent pas vraiment à l'avantage des États-Unis. Les sujets qui fâchent, comme le nucléaire et les avoirs iraniens gelés, ont été reportés à plus tard. Téhéran n'a pas capitulé et par voie de conséquence, Israël se rebiffe. L'accord de Trump ne nous engage pas, nous ne sommes pas partis à cet accord, il ne nous garantit pas notre sécurité, a donné Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien d'extrême droite, chargé de la sécurité. Pour lui, impossible de se retirer d'un seul pouce du Liban sans avoir obtenu le démantèlement du Hezbollah. Cet accord est mauvais pour Israël, a renchéri Bezalel Smotrich, le ministre des Finances de l'État hébreu. Tout en s'en prenant à Benyamin Netanyahou, l'opposition israélienne partage les mêmes analyses de fond que les figures du pouvoir. L'opposition israélienne réagit depuis ce matin contre cet accord négocié entre Téhéran et Washington. Yair Lapid, l'un des leaders de l'opposition, parle de l'un des échecs les plus consternants de la politique étrangère et de la sécurité d'Israël. Yair Golan, lui, leader du Parti démocrate, dit, je cite, c'est un accord qui a été conclu par-dessus la tête d'Israël. Il dit que Benyamin Netanyahou doit être remplacé lors des prochaines élections par nécessité politique, mais aussi puisque c'est une question de sécurité majeure. De son côté, Donald Trump ne cache plus l'irritation profonde que lui inspire le Premier ministre israélien. Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says,
We could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot. La question est désormais en face de nous. Le divorce est-il en cours entre Washington et Tel Aviv? Et que peut vraiment Israël dans la région sans le parapluie américain? Finalement, la leçon de cette campagne américano-israélienne en Iran est-elle un signe des temps, un moment annonciateur d'un divorce inscrit dans l'histoire? Ce sont les questions que je m'en vais aborder avec Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, et Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paru chez Odile Jacob. Vous regardez Mondialité sur Off Investigation. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voudrais qu'on commence à parler de tes premières impressions donc, de cette Coupe du Monde, l'ambiance globale, entre racisme quasiment ouvert, restriction des visas, etc. Quelle image les États-Unis donnent au monde et comment être une grande puissance, une puissance influente quand on est à la fois, en tout cas quand on se vit comme une forteresse assiégée? Oui, alors je vais te décevoir beaucoup de nos amis qui m'écoutent et qui nous écoutent, mais le jeu de ballon, c'est pas mon affaire. Et par rapport à la gravité, à la réalité, à l'horreur des souffrances que vivent les peuples du Moyen-Orient actuellement, c'est absolument dérisoire. J'ai été de ceux qui ont considéré que cette Coupe du Monde en Amérique du Nord, dans les 3 pays d'Amérique du Nord, pouvait influer sur le calendrier du conflit au Moyen-Orient parce que je mettais ainsi l'accent sur l'hubris de Trump qui, effectivement, utilise cet événement organisé chez lui et chez ses 2 voisins pour se mettre en valeur. Et se mettre en valeur, c'est ne pas apparaître en même temps comme l'hôte de la Coupe du Monde et le faiseur de guerre, voire le faiseur principal de guerre, réussissant même à battre Netanyahou et Poutine dans ce sport très particulier. Mais il ne fallait pas non plus s'attendre à ce que toutes les horloges soient remises à l'heure comme par miracle à l'occasion de cet événement. Cet événement qui, même si moi je ne m'y intéresse pas tellement sur le plan du jeu, inspire quand même des réflexions étonnantes. Comment peut-on infliger à une équipe, comme l'équipe iranienne, l'obligation de voyager quelques heures avant son match, de voyager par avion, de venir de Tijuana jusqu'à Los Angeles, alors que l'équipe qui lui est opposée, si ma mémoire est bonne, la Nouvelle-Zélande, elle était sur place. C'est une inégalité criante. Dans n'importe quel tournoi, dans n'importe quelle compétition, ça aurait été considéré comme anormal. Comment peut-on accepter, sans que j'ai entendu la moindre réaction au niveau politique et institutionnel, qu'un arbitre somalien n'ait pas le droit d'accomplir sa fonction? Il a été refoulé. A été refoulé uniquement parce qu'il était somalien. Comment expliquer que les supporters venus des pays bannis, de ces pays que M. Trump appelait autrefois, pardon, mais je ne fais que traduire le trou du cul du monde, puissent être interdits, alors que les supporters des races supérieures, des joueurs appartenant aux équipes de race supérieure ont le droit librement de venir. Tout ça est absolument révoltant. Tout ça révèle quand même ce que j'appelle dans ces émissions régulièrement et ailleurs aussi, la nouvelle verticalité du monde. Quand je dis nouvelle, je ne veux pas dire que ça n'existait pas avant, hein, mais c'est une forme nouvelle, une sorte d'actualisation de la phrase obscène de Jules Ferry que les races supérieures ont le droit d'éduquer les races inférieures. Et bien maintenant on dira que dans l'humanité est sur une échelle où il y a en haut ceux qui sont pleinement reconnus et en bas ceux qui ne le sont pas, et ça se traduit dans le domaine sportif, mais ça se traduit aussi dans la quotidienneté. Les morts en Iran, les morts au Liban, les morts au Soudan, les morts au Congo, ça ne compte pas. Dans d'autres pays, c'est effectivement
un drame épouvantable et médiatisé. Il faut garder ça en tête, parce que si on banalise ce phénomène, eh bien, nous nous installons définitivement dans un monde qui, au temps de la communication et de la visibilité généralisée, deviendrait absolument insupportable. Le racisme de jadis était obscène, mais cette obscénité, elle ne touchait que rarement notre quotidien. Aujourd'hui, avec la mondialisation, aujourd'hui avec la communication généralisée, aujourd'hui avec la visibilité totale et absolue, avec la mobilité, cette verticalité dont je parlais habite notre quotidien. Du moment où tu te lèves pour aller acheter ton pain, jusqu'au moment où tu te recouches et que tu éteins ton poste de télévision, tu vis avec ça. Et tu vis avec ça et tu ne t'en rends pas compte. Et tu, finalement, le banalises. Et ça, c'est insupportable. Il faut réagir. Je ne comprends pas que les pouvoirs publics ne réagissent pas sur ces questions. Alors, revenons à cet accord donc, qui sera signé vendredi. Nous tournons avant la signature. Des choses peuvent se passer encore, puisque tout est possible et la moindre étincelle peut tout remettre en question. Mais a priori, il sera signé vendredi. Et on en a déjà quelques bribes. On sait ce qu'il y a dans cet accord. Et on se demande finalement pourquoi avoir attendu tout ce temps, parce qu'il y avait déjà une première mouture qui avait été annoncée, puis que tout ça avait été reporté. On se retrouve quasiment à un résultat semblable. Pourquoi avoir perdu tout ce temps pour avoir un accord qui, finalement, selon mon analyse, mais tu me diras la tienne, n'est pas si favorable que cela aux États-Unis et signe quasiment la défaite américaine. Ah, il est effectivement, on va y revenir, très défavorable pour les États-Unis, et il ne revient pas à la situation antérieure. Il nous conduit vers une situation qui est plus défavorable aux États-Unis et, d'une façon générale, à tous ceux qui se retrouvaient dans cette croisade, que ce n'était le cas avant le 28 février. Pourquoi ? Parce que derrière cette apparence de retour à la case départ, on découvre une nouvelle case départ. Une nouvelle case départ qui est celle d'un détroit d'Ormuz qui, de toute manière, je ne sais pas ce qui va se passer, mais de toute manière, le détroit d'Ormuz, demain, ne ressemblera plus à celui d'hier, et cette différence sera mécaniquement au désavantage des États-Unis et de bien d'autres pays également. Pourquoi ? Parce que l'interlocuteur iranien, qui s'est radicalisé beaucoup, d'ailleurs, on y reviendra, ça aussi c'est une défaite des États-Unis par rapport à ce qu'il était le 28 février, considère qu'il a des droits éventuellement partagés avec le sultanat d'Oman sur la gestion de ce détroit. Alors comment ces droits vont concrètement se traduire ? Est-ce que ça sera un droit de péage ? Est-ce que ce sera un droit de service ? Est-ce que ce sera un droit de contrôle ? De toute façon, ça sera un droit de quelque chose. Et deuxièmement, sur le plan, cette fois-ci plus sociologique et sociopolitique que sur le plan économique et juridique, ça sera définitivement dans l'histoire un des points sensibles qui apparaîtront comme dépendants du bon vouloir des États riverains et singulièrement de l'Iran. C'est ça aussi qui est nouveau, c'est-à-dire l'idée que, de toute manière, l'Iran, le régime iranien s'est trouvé une arme, il va la poser sur la table à côté de lui, mais on sait qu'à tout moment, il peut la reprendre. Et c'est en cela que la situation est différente. Et puis, il y a une autre grande différence, il y en a même deux autres. La deuxième grande différence, c'est que les États-Unis ont fait, tout au long de cet épisode, la démonstration de leur impuissance. C'est une nouvelle vérification de l'impuissance de la puissance. Il ne faut pas oublier, quand il y a un conflit, il ne faut jamais oublier les phrases qui servaient d'objectif politique à ce conflit telles qu'elles ont été prononcées le premier jour. Et le premier jour, le président des États-Unis, M. Trump, employait le terme de capitulation.
Il avait même été un peu plus loin, il avait dit « je vais choisir ». On a oublié ça, il a dit « je vais choisir ceux qui vont diriger la nouvelle République d'Iran, etc. » Bon, tout ça appartenait au vocabulaire banal du régime change. Or, en fait, rien de tout ça se retrouve aujourd'hui, pire que ça. Et c'est en cela qu'on ne revient pas à la case départ. Ceux qui sont au pouvoir en Iran actuellement ont un profil infiniment plus radicalisé que ceux qui étaient au pouvoir hier. Et puis enfin, il y a une troisième différence, c'est que parmi les objectifs prononcés, il y avait l'idée d'un Iran démilitarisé, affaibli. Alors, bien sûr que le potentiel de ce pays a été terriblement affaibli, et notamment sur le plan qui intéresse le moins les chancelleries, du point de vue de la capacité de survie de la population iranienne. La population iranienne, tout le monde s'en fout, hein, tant le régime iranien que les États-Unis, qu'Israël, que les Occidentaux, etc. Là, l'affaiblissement, et j'en ai eu des témoignages concrets encore tout récemment, souffre énormément et se trouve dans une situation d'appauvrissement et de dépouillement bien supérieure à ce qu'était sa situation au moment de la case départ. Donc, sur le plan social, la destruction est réelle. Sur le plan des capacités politiques, non. Et derrière tout ça, il se cache quelque chose de très important. C'est que depuis la chute du mur de Berlin, la lutte un peu partout dans le monde est une lutte nouvelle en vue de construire des puissances régionales. Le monde n'étant plus séparé en deux camps, chacun dans sa région essaye de se construire en puissance régionale. En Afrique, c'est vrai, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, peut-être du Sénégal, je ne sais quoi. En Asie, c'est vrai de l'Inde, c'est vrai du Pakistan également, mais c'est vrai de l'Indonésie. En Asie orientale, c'est vrai de la Corée du Sud. Si on prend l'Amérique, c'est vrai du Brésil ou du Mexique, etc. Il y a cette bataille souterraine et souvent à feu doux pour conquérir le statut de puissance régionale. Les grandes puissances d'hier n'aiment pas ça, parce que puissance régionale, ça veut dire que les grandes puissances du monde sont en régression. Et donc, elles luttent pour contenir cela. Si on prend le cas qui est peut-être le cas le plus brûlant en ce moment du Grand Moyen-Orient, il y a 3-4 pays qui se font concurrence pour avoir le leadership régional. Je dirais, il y a certainement 2 pays non arabes, à savoir la Turquie et l'Iran, et il y a principalement dans le monde arabe l'Arabie saoudite, celui de tous ces États qui cherchait avec le plus d'atouts et de ressources à conquérir ce rôle de leader régional. Or, qu'est-ce que l'on voit suite à cette guerre ? C'est que jamais la réputation de l'Iran comme puissance régionale n'a été aussi affirmée. D'abord, l'Iran a montré à la face du monde qu'elle pouvait résister à la pression états-unienne, et finalement, cette guerre, sur le plan des capacités politiques et militaires, je ne parle pas du plan économique, hein, mais sur le plan des capacités politiques et militaires, a montré que l'Iran l'emportait largement sur l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, qui n'était pas directement partie prenante au conflit, qui a été impactée par le conflit, mais qui n'était pas un acteur véritablement de premier plan dans ce conflit, est sorti beaucoup plus affaibli, en tous les cas dans sa crédibilité, dans sa réputation, et en matière de puissance, la réputation, ça compte beaucoup, qu'un pays comme l'Iran. Donc la case départ, elle ne ressemble pas du tout à celle que nous connaissions le 28 février. On retourne à la case départ, mais une case départ qui a été ripollinée, transformée, enrichie, encore une fois, et je le dis pour qu'on n'interprète pas mal mon propos, aux dépens aussi du peuple iranien. Parce que celui-là, personne n'en parle. Alors la leçon majeure de ces derniers jours, c'est une crise au sommet
qui ne se cache plus entre Donald Trump d'un côté et Benjamin Netanyahou de l'autre, au point où le président américain a confirmé, dans un podcast notamment, il y a bientôt 2 semaines, plus qu'à mi-mot, les échanges très durs qu'il avait eus avec le Premier ministre israélien. Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail." Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot. Alors, est-ce que, Bertrand, ce sont des problèmes conjoncturels ou alors on fait face à une défiance structurelle, à une crise des intérêts qui oppose les deux nations? Alors, je crois que c'est encore plus que ça. Je crois que cet hiver-printemps 2026 n'a fait que révéler des mutations très profondes du jeu international qui étaient en marche au moins depuis la chute du mur, à laquelle je me référais tout à l'heure, mais peut-être même déjà depuis le temps de la décolonisation. Et il faut regarder tout cela de plus près. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Premièrement, la relation de subordination qui était la traduction concrète des alliances d'autrefois n'existe plus véritablement. Autrefois, le petit frère obéissait au grand frère. Et même lorsque le général de Gaulle est sorti de l'organisation du pacte atlantique en 1966, il avait expliqué « Ah ben oui, mais s'il y a une confrontation avec l'URSS, nous, ça ne changera rien. Nous serons les alliés totalement fidèles des États-Unis. » C'était intéressant parce que ça montrait que nous étions dans une époque où la subordination de l'allié au guide de l'alliance était une subordination totale. Et ça a fonctionné de la même manière entre les États-Unis et Israël. Depuis un certain temps, qui remonte à bien avant l'élection et même le premier mandat de Trump, on a assisté, c'était très visible du temps déjà de Barack Obama, à une coupure, à une cassure. Et derrière cette coupure et cette cassure, il y avait l'autonomisation du petit frère par rapport au grand frère. Alors il se trouve que le petit frère est un extrémiste, Benjamin Netanyahou. Alors certains pourraient dire « Ah mais si ça avait été quelqu'un de plus modéré, ça ne serait pas produit ». Je n'en suis pas sûr. D'abord, il suffit d'écouter les chefs de l'opposition israélienne en ce moment. Ils disent tous il ne faut pas plier devant les États-Unis. Ils protestent tous même contre ce début d'accord dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure. Alors pourquoi y a-t-il cette émancipation du petit frère par rapport au grand frère? Je crois que ça va bien au-delà du face-à-face Washington-Tel Aviv. C'est un phénomène qui tient au fait qu'avec la disparition des camps, avec la déstructuration de l'ordre international, il y a une prime beaucoup plus grande qui est donnée à l'autonomie de chaque acteur. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que nous assistons depuis déjà un bon bout de temps à la banalisation d'une forme de guerre qu'on n'a jamais voulu regarder en face, qui s'appelle la guerre d'intervention. On l'appelle rarement guerre d'intervention, on préfère employer la guerre asymétrique, c'est-à-dire la très grande puissance qui intervient soit pour mettre de l'ordre, soit pour réaligner une puissance secondaire dont le jeu lui déplaît. Ça a été la guerre du Vietnam, ça a été la guerre d'Afghanistan, ça a été la guerre d'Irak, la guerre de Somalie même, ou de Libye, du côté des États-Unis, mais ça a été aussi la guerre d'Afghanistan du temps de l'URSS, la guerre d'Ukraine avec Poutine, c'est même aussi la guerre du Sahel pour la France qui a eu à subir les mêmes revers. Qu'est-ce que ces guerres d'intervention ont montré ? Elles ont montré qu'en fait, le caractère asymétrique de la guerre, contrairement à tout ce qu'on
pouvez imaginer jouer en défaveur du plus puissant et donner des ressources aux plus faibles qui échappaient au canon du plus fort. Et finalement, ce qui s'est joué au Moyen-Orient, c'est ça, c'est-à-dire l'échec de toutes les guerres d'intervention. Et là, je mets Israël dans le paquet. C'est-à-dire lorsque Israël est intervenu de multiples fois, ce n'est pas la première fois au Liban, ça s'est toujours terminé à son détriment. Il suffit de se rappeler Raisin de la colère, Paix en Galilée, enfin quantité d'opérations de cette nature. Et donc on est, côté israélien, de plus en plus dans l'idée que, ben oui, c'est vrai que l'on ne peut pas maîtriser tout ça, on ne parvient même pas à maîtriser la résilience et la résistance palestinienne, eh bien, détruisons au maximum de manière à ce que l'ennemi potentiel ou réel ne puisse plus nous porter des coups. On est donc dans une logique destructrice. Cette logique de destruction, elle est insupportable pour les grandes puissances. Et c'est là la base du divorce entre les États-Unis et Israël. Pourquoi c'est insupportable pour Washington? Pas par philanthropie, pas parce que les dirigeants états-uniens ont plus de moralité que les dirigeants israéliens, uniquement parce que cette destruction, elle se révèle coûteuse. Et surtout, il y a cette obsession à Washington que le jeu israélien risque peu à peu à complètement déstabiliser la péninsule arabique, qui est un point de référence essentiel dans le jeu économique, diplomatique, politique des États-Unis. Énergétique. Oui, quand je disais économique, bien sûr, je pensais d'abord à l'énergie, mais pas seulement. Il ne faut pas non plus dire le Golfe, les péninsules arabiques, c'est le pétrole. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est des flux financiers extrêmement importants, des flux commerciaux, des flux mafieux, on en avait parlé ensemble. C'est aussi des industries de transformation. C'est aussi le projet de développement, la fameuse Horizon 2030 de Mohammed Ben Salman. Tout ça se faisant dans la tête des oligarques états-uniens en symbiose avec. Et donc, toute cette déstabilisation que le jeu israélien contribue à banaliser dans le Grand Moyen-Orient finit par se révéler extrêmement coûteux. Et ça, c'est, je pense, une crise structurelle que l'on va retrouver partout ailleurs. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exception du Moyen-Orient. C'est un phénomène qui est tout aussi réel en Asie du Sud ou en Asie orientale, d'où d'ailleurs la méfiance de Trump à l'égard de Modi, qui pourtant lui ressemble beaucoup. C'est un phénomène que l'on retrouve sur le continent africain d'une autre forme. Et donc, on voit par exemple Kagame qui s'entend de moins en moins avec Donald Trump. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et il faut voir que... Au Rwanda. Voilà, exactement, et dans sa politique pour l'Est Congo. Hein. Et tout ceci fait que ce qui était parfaitement aligné hier ne l'est plus aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième facteur qui est extrêmement important aussi, c'est que vont devenir les superpuissances? C'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Bon, quand l'URSS est tombée, on s'est dit, bah, c'est fini. Obama disait, la Russie, c'est à la rigueur une puissance régionale et rien de plus. Quand l'Europe continue à chuter, on fait comme s'il ne se passait rien. Or, on voit, c'est terrible, l'image que l'Europe donne d'elle-même, d'une espèce de mélange d'incompétence, d'indifférence et d'arrogance, les trois anses dans l'affaire, qui est épouvantable, mais personne ne se demande ce que va devenir l'Europe. En revanche, beaucoup de gens se demandent ce que deviennent les États-Unis. Et ça, c'est tout le problème du monde actuellement. C'est tout le problème de Make America Great Again. C'est-à-dire jusqu'où ce leadership qui n'a rien d'autonome, le leadership trumpien, ce n'est rien d'autre que l'écho qui est fait à cette classe moyenne américaine qui se sent déclassée et qui veut à tout prix un comeback. Or, les États-Unis aujourd'hui, c'est une impuissance politico-militaire, on vient de le dire. Alors, mais c'est aussi 15%, et seulement 15% du PIB mondial. Donc, quel va être son positionnement? Moi, je fais le pari que le repositionnement des États-Unis va créer des situations de tension
avec l'Europe, avec la Chine, ça on le voit déjà, mais probablement aussi avec beaucoup de pays du Sud. Alors récemment encore, le Pentagone affirmait qu'Israël espionnait désormais les États-Unis au point d'incarner une menace de premier ordre. Alors tout le monde espionne tout le monde, mais le fait que le Pentagone dise « oulala, Israël nous menace désormais » dans le style de la Russie, c'est-à-dire d'un vrai adversaire, c'est déjà quelque chose qui est un signe à prendre en compte, Bertrand. Ah, totalement. Et il faut mettre ça en parallèle avec ce qu'on nous a appris hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, qu'Israël manipulait les élections, avait manipulé les élections municipales en France et projetait de manipuler les prochaines élections présidentielles. C'est-à-dire qu'effectivement, cette autonomie croissante des puissances régionales vient se nourrir d'une idéologie suprémaciste qui est en train de pousser un peu partout, mais en Israël comme aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays européens. Et cette espèce de banalisation du suprémacisme donne une sorte de plein pouvoir à ceux qui se considèrent comme détenteurs d'une mission. Et là, je crains beaucoup que si on n'est pas suffisamment vigilant à cette espèce de dérive du bateau ivre, eh bien, nous assistions à une nouvelle forme de confrontation et de compétition qui nous fera regretter la guerre froide, parce que la guerre froide, elle était structurée, organisée, consciente, contenue et codifiée. Ce qui fait que dans la mémoire des gens de ma génération, c'était le grand moment de paix, ce qui était d'ailleurs totalement faux, mais enfin, ça nous donnait cette apparence. Mais, en tout cas, c'était un monde infiniment moins dangereux que celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors, l'accord, donc, nous tournons avant qu'il soit signé. Je disais qu'il peut encore déraper parce que Israël a expliqué que non, il restait au Liban, il restait à Gaza, et il ne se refusait rien, et on peut imaginer qu'une provocation militaire israélienne grippe tout. Est-ce que c'est de l'ordre du probable, et est-ce que c'est ce qui stresse Trump aujourd'hui ? Oui, alors il faut bien avoir en tête d'abord qu'il ne s'agit pas d'un accord, il s'agit d'un mémorandum. Un mémorandum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on se met d'accord sur le fait qu'on aimerait bien être d'accord. En fait, on en est là, c'est-à-dire un tout petit pas en avant, et que la fragilité de cet accord d'intention, en fait, le terme exact, ce serait ça, accord d'intention. Voilà. Sauf qu'on ne donne peut-être pas le même sens au mot intention d'un côté et de l'autre. Cet accord, il est fragile par essence, parce que Israël peut le remettre très gravement en cause à n'importe quel moment. Il suffit pour ça qu'elle trouve le prétexte d'une roquette, d'un drone lancé par le Hezbollah sur le nord d'Israël pour aller bombarder Beyrouth et mettre tout par terre. À ce moment-là, les Iraniens diront, enfin le régime iranien dira, mais non, c'est une violation caractérisée de l'accord, donc nous ne sommes plus tenus par celui-ci. Mais les éléments les plus radicaux de la République islamique peuvent faire exactement la même chose en prenant n'importe quelle initiative dans le grand Moyen-Orient. Mais on peut aussi considérer que les États-Unis eux-mêmes, comme ils l'ont fait, il ne faut pas l'oublier, le 28 février, on était pratiquement à un accord, attention, qui était plus substantiel que celui auquel on est parvenu aujourd'hui. Et cet accord plus substantiel que de hauts responsables qui ne sont pas des islamo-gauchistes ni des wokistes, des responsables britanniques, des responsables omanais, ont dit que c'était un accord qui directement régulait la question très sensible du nucléaire iranien. Donc on était beaucoup plus avancé, et le soir où cet accord a été pratiquement paraphé, les États-Unis, alors peut-être, probablement sous la pression d'Israël, mais peut-être pour d'autres raisons aussi, sont mis à bombarder l'Iran, et on a vu ce que ça a donné. Mais une autre question fondamentale, c'est est-ce que Israël a les moyens de mener une politique agressive tous azimuts au Moyen-Orient en l'absence du parapluie américain ? Alors je ne dirais pas du parapluie américain, mais du ravitaillement américain. C'est-à-dire, effectivement,
et c'est là le talon d'Achille, Israël ne peut pas, sur le papier, tout se permettre, parce que si les États-Unis ferment le robinet en matière d'armement et d'équipement militaire israélien, à ce moment-là, l'État d'Israël ne peut pas tenir très longtemps. C'est absolument évident. Mais alors là, il y a une contre-assurance, c'est-à-dire décider que les États-Unis ne soutiennent plus Israël est une décision en soi extrêmement coûteuse pour les États-Unis. Et ça nous ramène à notre point de tout à l'heure, c'est là que l'on voit que le petit frère est en train de s'émanciper réellement du grand frère, c'est que le petit frère est en mesure maintenant de prendre des initiatives autonomes, mais que le grand frère n'est pas encore en mesure de répliquer à cela. C'est-à-dire, il y a eu dimanche des bombardements de l'aviation israélienne sur Beyrouth Sud. Trump a employé des noms d'oiseaux comme il sait le faire pour engueuler Netanyahou, mais il n'a pas pu l'empêcher non plus. Est-ce qu'on peut imaginer finalement que le discrédit de Netanyahou, en tout cas la crise ouverte entre lui et Trump, ouvre la voie, si on peut dire, à une alternance et à un pouvoir qui serait différent et qui serait peut-être un peu plus raisonnable, notamment en ce qui concerne le sort des Gazaouis, dont on parle finalement très peu aujourd'hui? On peut l'espérer, bien entendu. Alors là, il y a deux éléments contradictoires. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est peut-être le plus mauvais signe qui a été délivré depuis quelques semaines, c'est la manière dont la classe politique israélienne, l'opposition israélienne et jusqu'au leader du parti travailliste, c'est-à-dire de la gauche israélienne, M. Golan, ont unanimement condamné cet accord, on considérait qu'il était mauvais pour Israël et qu'Israël devait, comme on dit à Tel Aviv, terminer le boulot. Donc, il y a, côté israélien, un blocage terrible. Et deuxième proposition, il y a une chose absolument évidente, c'est que tant que la question palestinienne ne sera pas réglée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une reconnaissance du droit des Palestiniens à avoir une communauté politique propre, le conflit, le feu ne s'éteindra pas au Moyen-Orient et continuera à alimenter tous les fronts, c'est-à-dire le front iranien, le front libanais, même jusqu'au front yéménite, et on pourrait continuer. Donc il y a là un effet de blocage, moi qui m'inquiète beaucoup. Mais il y a heureusement la petite lueur d'espoir dont on a déjà parlé ici, c'est que face à la tragédie ukrainienne, comme face à la tragédie palestinienne, comme face à la tragédie iranienne et bien d'autres encore, finalement, les sociétés, les peuples ne sont jamais vaincus. Et ça c'est quelque chose que nous crions dans la rue quand on était jeunes, un peuple uni ne sera jamais vaincu. Mais c'est vrai. Depuis 1945, aucun peuple n'a été vaincu. Avant, c'était différent. Mais aujourd'hui, il n'a pas été vaincu. Et cette résilience incroyable du peuple palestinien, comme cette résistance du peuple ukrainien, l'Iran, c'est différent. Il y a une souffrance sociale en Iran, il y a une résistance du régime. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment se comporte la société. Mais de toute manière, quel que soit le front, il y a une mise en échec de la puissance. Et cette mise en échec de la puissance fait qu'un jour, ça leur coûtera trop cher. On voit bien que c'est quelque chose qui trotte dans la tête d'un homme qui n'est pas un grand intellectuel ni un grand devin comme M. Trump, mais il a bien compris que l'entêtement de puissance ne mène à rien. C'est intéressant. En même temps, il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de cette logique parce qu'il est face à une contradiction. C'est-à-dire, aller jusqu'au bout de cette logique, c'est dire America will not démanteler le MAGA. Voilà, exactement. Sauf qu'on peut peut-être
être great again sans l'être d'un point de vue militaire. Mais ça, il n'est pas capable de faire cette conversion. Mais en tous les cas, il y a partout, on le sent, dans le non-dit ou dans l'implicite des discours en Europe, en Asie, en Amérique, cette idée que ça nous coûte trop cher, ce jeu de la puissance. Et ça, en tant qu'historien des relations internationales, je ne l'ai jamais rencontré. Cette idée que, oh non, faut pas jouer à fond la carte de la puissance, ça coûte trop cher. Hein, ça, c'était ni dans la tête de Napoléon, ni dans la tête de Bismarck, ni dans la tête, bien sûr, de Hitler, ni dans la tête de Staline, ni rien du tout. Maintenant, c'est quelque chose qui fait peu à peu son apparition. Merci beaucoup Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont par de la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Mondialité sur Off Investigation. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.